Je vais commencer. Donc, dans les cours précédents, je vous ai parlé de thermostat stochastique. Donc, on avait vu qu'on pouvait utiliser une dynamique markovienne en disant que chaque configuration, si on prend un espace de configuration fini, chaque configuration peut avoir une énergie qui dépend du temps. Si j'agis sur le système, si je bouge un mur, par exemple, ou un piston, il va y avoir des sauts dans la dynamique stochastique qui dépendent du temps, éventuellement, et qui vont en général satisfaire le bilan détaillé. Donc, un bilan détaillé qui va dépendre du temps. On peut avoir des températures qui dépendent du temps. Et on avait vu qu'à partir de là, on pouvait définir les échanges de chaleur, les échanges de travail avec un thermostat ou avec un acteur extérieur. Donc, en général, on a l'énergie en fonction du temps qui dépend de la configuration dans laquelle on se trouve. Et cette énergie va varier au cours du temps. De temps en temps, il y a un saut d'une configuration à l'autre. Et ces sauts sont dus à ces taux de transition de la matrice de Markov. Ces sauts représentent des contributions à la chaleur. Chaque changement d'énergie qui est dû à un saut par cette matrice de Markov contribue à la chaleur. Et puis le travail, c'est le changement d'énergie au cours du temps quand on se trouve dans la même configuration. Donc ça, c'est un peu l'état d'esprit de la thermodynamique stochastique. Et on peut l'adapter facilement au cas où un système serait en contact avec plusieurs réservoirs. Et bien à ce moment-là, on aurait WT qui serait la somme sur plusieurs réservoirs. Supposons qu'il y ait par exemple 3 réservoirs, WT de I, et chacune de ces matrices vérifierait un bilan détaillé avec une température qui dépendrait du réservoir et qui peut changer en fonction du temps. Donc ça, c'est un peu ce dont j'ai parlé les dernières fois, et on a vu un certain nombre de conséquences. Et aujourd'hui, je vais vous parler de thermostat déterministe. Donc si je ne me suis pas trompé, on est au numéro 7, thermostat déterministe. Donc, en particulier, ça a beaucoup été utilisé par les gens qui veulent faire de la dynamique moléculaire. Hors d'équilibre ou à l'équilibre. Donc, juste pour se faire une idée de quel est le problème, eh bien, imaginons que je veuille décrire un système hors d'équilibre. Par exemple, imaginons que j'ai un certain nombre de particules, par exemple des électrons, avec des impuretés qui vont les diffuser. Donc ces électrons, ils bougent. Et j'ai envie de soumettre, j'ai envie d'étudier un problème très simple. C'est juste quel est le courant quand je mets un champ électrique. Donc je voudrais mettre une espèce de champ électrique qui va être constant le long de ce cercle, et je voudrais mesurer le courant. Alors si je veux faire ça, vous voyez que la simple conservation de l'énergie va faire que je vais délivrer de plus en plus d'énergie au système, les particules vont aller de plus en plus vite, il va y avoir une accélération, je ne vais jamais atteindre un régime stationnaire, alors que j'aimerais bien décrire un régime stationnaire de particules chargées qui se déplacent sous l'effet d'un courant. Alors peut-être le cas le plus simple, ce serait celui de ce qu'on appelle le gaz de Lorentz. Le gaz de Lorentz, c'est simplement, on a un certain nombre d'obstacles, donc ça va être des obstacles, qui sont fixes, qui sont mis au hasard, et puis on a une particule chargée
à laquelle on applique un champ électrique. Donc je vais mettre un champ électrique, et les théoriciens peuvent faire ça facilement. Ils considèrent qu'il y a des conditions au bord périodiques, c'est-à-dire que quand la particule sort de ce côté-là, elle re-rentre de l'autre côté exactement au même endroit. Alors vous voyez bien que simplement la conservation de l'énergie va faire que la particule va se déplacer et va être accélérée. La particule arrive, quand elle frappe un obstacle, elle rebondit de manière élastique, et manifestement, on ne va pas atteindre un régime stationnaire où on va avoir une vitesse constante de la particule. Donc il va falloir trouver un moyen pour dissiper cette énergie. Donc ça, c'est un exemple quand on met un champ électrique, mais il y a encore d'autres exemples. Si on prend par exemple des fluides ou un gaz sous cisaillement, vous pouvez imaginer que vous avez un gaz et puis que donc c'est des particules qui se déplacent selon les lois de Newton, mais en plus on impose une condition que le bord extérieur, par exemple, tourne à une certaine vitesse. Donc quand les particules vont aller taper sur ce bord extérieur, elles vont rebondir et le système va s'échauffer finalement. C'est essentiellement ce qu'avait montré l'expérience de Joule, c'est-à-dire si on fournit un certain travail au système, en général, il va s'échauffer. Comment atteindre un régime stationnaire quand on veut faire une description purement mécaniste? Donc ça, c'est une question à laquelle on va essayer de répondre. Une autre question qui est au cœur finalement de tout ce cours, c'est comment décrire de manière déterministe un système qui est en contact avec plusieurs thermostats. Donc je veux avoir mon gaz ou mon fluide ici, et puis je voudrais que ça représente cette situation d'un régime stationnaire, une situation physique essentiellement assez simple, c'est juste un système en contact avec deux thermostats. Comment décrire ça avec les équations de la mécanique, et en particulier le cas simple du régime stationnaire. Bon, donc toute la question, c'est comment dissiper la chaleur quand on a une dynamique déterministe. Alors, je vais vous montrer un certain nombre de choses que les gens savent faire. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails dans chaque cas. Je vais développer un cas qui est le thermostat gaussien, mais je vais juste vous donner quelques notions de ce que les gens ont fait au cours du temps. Alors, la première question que les gens se sont posées, indépendamment d'être hors d'équilibre, c'est comment atteindre un ensemble canonique. Un ensemble canonique. Donc, je vous rappelle, si on prend juste les équations du mouvement, la dynamique hamiltonienne, elle conserve l'énergie donc c'est essentiellement un système qui évolue selon la dynamique hamiltonienne. Eh bien, il va éventuellement, s'il est suffisamment chaotique, aboutir à un ensemble microcanonique. Maintenant, je voudrais trouver une dynamique déterministe qui me conduit à un ensemble canonique Donc l'ensemble canonique, là, c'est juste de dire que la fonction de partition est donnée par dp dq, somme sur tous les points de l'espace des phases, une énergie cinétique, et puis des énergies potentielles, comme on les a vues, U de QI moins QJ, etc., sur KT, et éventuellement un mur. Alors, quand on s'intéresse à l'ensemble canonique, en fait, vous voyez que la dépendance dans les impulsions est simple. C'est des intégrales gaussiennes. Donc, essentiellement, il y a deux calculs à faire. Il y en a un qui est très facile, qui est d'intégrer sur les impulsions,
et la partie difficile est due aux interactions, c'est d'intégrer sur les positions. Donc en fait, l'idée de beaucoup de ces méthodes qui consistent à avoir des thermostats déterministes va dire on va mal traiter la partie des impulsions, qui est de toute façon facile, et on voudrait réaliser l'ensemble canonique avec les positions. Essayer de faire des simulations qui vont donner la bonne statistique pour les positions. Donc l'idée qui est commune essentiellement à toutes les méthodes, c'est de modifier de manière artificielle la dynamique pour avoir l'ensemble canonique pour les impulsions. Pour les impulsions. Alors, en fait, il y a pas mal de travaux qui datent du début des années 80 qui ont permis de faire ça de manière plus ou moins efficace. Alors, le cas le plus simple, c'est ce qu'on appelle le thermostat de Berensen. Je vais en parler très brièvement. Et en fait, du point de vue fondamental, les gens ne l'aiment pas trop, qui date des années 84. Enfin, quand on regarde l'article, il est cité 13 000 fois, ce qui est déjà pas mal. Alors, ça consiste à faire la chose suivante, c'est de dire on va écrire les équations du mouvement, les équations hamiltoniennes habituelles. Donc, je vous rappelle, Q, c'est la position, P, c'est l'impulsion. Et donc, on écrit une équation d'évolution qui est de la forme dq sur dt égale p sur m. Hein, c'est juste la vitesse qui est égale à l'impulsion divisée par la masse. Et puis, dp sur dt égale la force, par exemple, qui est due aux interactions. Et si P et Q, c'est des vecteurs éventuellement à beaucoup de dimensions, puisqu'il y a toutes les impulsions et toutes les positions. Et puis, il rajoute un terme ici, Q point. Donc, il rajoute un terme de frottement. Et ce terme de frottement, il consiste il a la forme suivante, une constante, on peut choisir après selon son choix, selon la façon dont on veut rendre la simulation plus ou moins rapide, et il met un terme de frottement. Ce terme de frottement, il va simplement... Alors attendez, pardon, j'ai mis la parenthèse au mauvais endroit. Le terme de frottement, il va simplement assurer que l'énergie cinétique totale, eh bien, elle vaut ce qu'elle devrait valoir dans l'ensemble canonique. Donc, si le système acquiert trop d'énergie cinétique, eh bien, il va y avoir un frottement qui va ralentir le système. Donc, l'énergie cinétique va revenir vers une certaine valeur. Et puis, si l'énergie cinétique est trop basse, eh bien, ce nombre va devenir négatif, et donc ça va fournir de l'énergie au système, et donc ça va permettre à l'énergie du système de changer. Bon. Alors, plusieurs des thermostats qu'on va voir vont tous fonctionner un peu de cette façon. Ce qui va simplement différer, c'est ce qu'on met comme terme de frottement ici. Alors, pourquoi j'en parle brièvement ? Parce que, d'après la littérature, je n'ai pas essayé de faire le calcul moi-même, mais les gens disent que, finalement, bon, ça va maintenir le système autour d'une certaine énergie, ça va permettre à l'énergie du système de fluctuer au cours du temps, mais ça ne donne pas l'ensemble canonique. Bon, mais après, on peut discuter que quand le système est très grand, finalement, on va s'approcher de l'ensemble canonique, et donc c'est quelque chose qui, apparemment, est beaucoup utilisé, comme je le disais, puisque c'est un article qui est énormément cité. Alors, d'autres façons de faire les choses,
là aussi je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que je vais surtout discuter le cas du thermostat gaussien tout à l'heure. Donc c'est le thermostat de Nosé et Hoover. Alors, l'avantage du thermostat de Nosé et Hoover, c'est que vraiment, on peut faire le calcul et montrer qu'on aboutit à l'ensemble canonique. Bon, mais on paye un prix qui est un peu désagréable, c'est qu'on utilise des variables virtuelles. Donc on va prendre, a priori on est intéressé à un système qui a des impulsions PI et QI, et on va faire évoluer un système avec d'autres impulsions et d'autres positions, enfin les positions vont être les mêmes, et avec éventuellement même un temps qui va être différent, et l'énergie ou l'hamiltonien du système virtuel que l'on considère, donc il va y avoir des variables P' et Q', ces variables virtuelles, et l'hamiltonien va être donné de cette manière, bon, une certaine énergie cinétique, 2m, et il y a un terme S2, donc non seulement on a toutes ces variables virtuelles, et en plus on a un couple de variables que dans la littérature on appelle P et S, une variable supplémentaire avec une impulsion et, si vous voulez appeler ça une position. Et maintenant, on écrit un hamiltonien avec le S, cette variable supplémentaire va apparaître, et les variables virtuelles vont apparaître, donc Q'J, donc on prend le vrai potentiel et puis on l'évalue pour les variables virtuelles, IJ, puis éventuellement un mur, si on veut. Et, enfin, un potentiel extérieur, et puis une certaine énergie cinétique pour cette variable virtuelle et une certaine énergie potentielle pour cette variable virtuelle. Donc, là, on regarde un autre système avec un autre hamiltonien où en plus apparaissent une impulsion, un S supplémentaire, et où les variables P et Q ne sont pas exactement les mêmes. Alors, quand on fait ça, pour revenir aux vraies variables, il suffit de dire que les vraies variables QI sont égales au Q'. Donc là, on a un système qui va évoluer selon la dynamique hamiltonienne complète, avec une énergie qui va être conservée. Les impulsions vont être modifiées de cette manière, et le temps va être modifié de cette manière. Voilà. Bon, donc, moi, je n'ai pas fait le calcul, je vous redis ce que les gens disent dans la littérature. Le calcul qui est facile à faire, c'est que si on écrit que cette dynamique vérifie l'ensemble microcanonique, c'est-à-dire que l'énergie est conservée pour toutes ces variables virtuelles, quand on intègre sur la variable S, donc tout à l'heure j'ai écrit une fonction de partition, donc maintenant il va y avoir la fonction de partition ici avec P', U de Q', et puis il y a le S qui intervient ici. Et maintenant, quand j'ai à faire toute cette intégrale, normalement, il faudrait que je fasse une intégrale en plus sur dP et sur ds, puisque j'ai cette variable supplémentaire, et puis des P' et des Q'. Donc, si j'intègre simplement sur P et sur S, l'intégrale sur P n'est pas trop difficile, puisque c'est une intégrale gaussienne. L'intégrale sur S, il y a juste une intégrale à faire. Quand on la fait, on va tomber sur des statistiques pour les P' et les Q'. Et quand on passe des P' aux P et Q, on trouve que le système satisfait l'ensemble canonique. Donc il y a cette espèce de changement de variable qui n'est pas forcément très agréable, parce que le temps virtuel, quand on suit l'évolution de ce système, il faut le changer. Enfin, il n'y a pas un changement de temps qui est, par exemple, juste un changement d'échelle ou quelque chose comme ça. C'est un peu compliqué, mais ça donne l'ensemble canonique. Alors, ce qu'a montré Hoover, là aussi, les articles de Nosé et Hoover sont extrêmement
connu et cité dans la littérature. Ce qu'a montré Hoover, c'est que, en fait, quand on fait la dynamique avec ces variables virtuelles et que l'on revient aux vraies variables, alors les vraies variables évoluent de la manière suivante. dq sur dt égale p sur m, dp sur dt égale une force qui dépend de q, comme tout à l'heure, moins. Donc ça a vraiment la forme qui est ici. La seule différence, c'est que l'évolution de cette force de frottement est différente et que cette force de frottement évolue de cette manière, somme sur i de pi carré sur 2m moins x kt, où le x il vaut 3n sur 2. Enfin, il vaut 3n sur 2 si on travaille à 3 dimensions, hein, puisque bon, si on était à une dimension, ça serait n sur 2 simplement. Donc vous voyez que c'est essentiellement la même chose. En termes de frottement, la seule différence, c'est que la dynamique du terme de frottement est différente. Bon, bah, si on a la bonne énergie cinétique que l'on souhaite, eh bien, il n'y aura pas de terme de frottement, mais autrement, le système s'il y a plus d'énergie cinétique que voulu, ça va freiner, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le thermostat de Nosé-Hoover, dont je parle aussi assez brièvement. Et maintenant, j'en arrive au thermostat gaussien. Que je vais discuter de manière un peu plus détaillée. Alors, le thermostat gaussien, quand on lit ce nom, en fait, on a l'impression qu'il va y avoir quelque chose d'aléatoire parce qu'on pense toujours à la gaussienne. En fait, ça n'a rien à voir avec des nombres gaussiens. Alors, le thermostat gaussien, je vous rappelle que ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on a l'énergie d'une certaine configuration, et l'énergie d'une configuration, il va y avoir une partie qui est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc ça va être les énergies cinétiques de toutes les particules, l'énergie potentielle, c'est toutes les interactions. Et je vous ai dit, en fait, quand on va faire ces thermostats déterministes, en fait, on se fiche un peu de l'énergie cinétique, on va mal la traiter. Et donc, l'idée, c'est simplement de travailler dans un ensemble isocinétique. Ce qui veut dire qu'on va maintenir l'énergie cinétique totale du système à une valeur constante. On va faire une dynamique qui va maintenir l'énergie cinétique constante. Alors, si on suivait simplement les équations du mouvement, eh bien, on écrirait les équations de la dynamique hamiltonienne ou leur forme newtonienne. La forme de Newton, c'est juste que la force est égale à l'accélération, donc F égale m gamma. Ça va être une force qui va dépendre de toutes les positions des particules, s'il y a des interactions. Et donc, ça, c'est les équations de Newton. Mais si je laisse un système évoluer selon les équations de Newton, eh bien, on sait que l'énergie cinétique ne va pas être conservée. Donc, je ne vais pas pouvoir atteindre cet ensemble isocinétique où l'énergie cinétique est conservée. Et peut-être ce que j'ai oublié de dire, c'est par contre, je voudrais avoir l'ensemble canonique pour les variables de position. Pour les positions. Alors, l'idée, c'est juste d'écrire les équations de la dynamique avec une contrainte. Donc, l'idée du thermostat gaussien, c'est d'introduire une contrainte, qui est la contrainte d'avoir une énergie cinétique
qui est constante, tout en essayant de satisfaire les équations de Newton. Alors pour faire ça, eh bien, on se dit que les équations de Newton, une façon de les écrire, c'est de dire que somme des QI, l'accélération m, QI, 2 points, moins F, bon, FI, hein, la force va dépendre de la particule numéro I, hein, qui dépend de tous les QI éventuellement. Bon. Si j'essaye de minimiser ça, si j'essaye de minimiser cette somme, vous voyez que quand il n'y a pas de contrainte, eh bien, ça donne les équations de Newton, puisque la façon de minimiser, c'est juste de dire que chaque terme de la somme est 0. Alors maintenant, on va le minimiser, mais avec une contrainte qui est que la somme des PI carrés sur 2m, si toutes les masses ne sont pas identiques, eh bien, il y aura des amis ici. Et donc, je vais mettre une contrainte, je vais minimiser ce qu'il y a au-dessus avec la contrainte que l'énergie cinétique est constante. Alors, bon, c'est un calcul de minimisation qui est facile. Hein, on veut minimiser une fonction des QI avec une contrainte. Et quand on a minimisé avec une contrainte, on introduit en général un paramètre de Lagrange. Donc, ça va conduire à une dynamique modifiée qui va être que m QI, l'accélération, est égale à la force, Fi, qui dépend éventuellement de toutes les positions des autres particules, qui peut dépendre aussi du temps, si je suis un acteur extérieur, si je bouge le piston ou ce que vous voulez. Et puis, il va y avoir, à cause de ce paramètre de Lagrange, moins mi QI point. Quand vous avez à chercher le maximum d'une fonction avec une certaine contrainte, eh bien, vous prenez la dérivée ici et vous... Bon, enfin, c'est le truc habituel. Je crois que je ne vais pas en dire plus. Donc, on minimise sous une fonction avec une contrainte en introduisant un paramètre de Lagrange. Donc, la dynamique avec un thermostat gaussien consiste à rajouter un terme de frottement. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Mais maintenant, ce terme de frottement, on va s'arranger pour qu'il maintienne l'énergie cinétique constante. Alors, que vaut ce terme de frottement? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Si on regarde ce que vaut l'énergie cinétique, somme des mi QI point au carré sur 2, donc ça c'est l'énergie cinétique, mv2 sur 2, somme sur toutes les particules, et qu'on dérive par rapport au temps. Bon, puisque on veut que ceci vaille 0, on veut rester dans l'ensemble isocinétique, donc ça veut dire qu'on ne veut pas que cette énergie cinétique change. Bon, ben on va remplacer ici, donc on va trouver que ceci est égal à mi somme sur i de mi QI point QI l'accélération. Et maintenant, l'accélération, je vais la remplacer par l'expression qui est là. Donc ça va être somme sur i de QI point FI moins alpha somme sur i de mi QI point au carré. Et ça vaut 0, hein, puisque je veux que l'énergie cinétique soit égale à 0, soit la dérivée de l'énergie cinétique soit égale à 0, et donc ça me donne que le terme de frottement est donné par somme sur i de QI point FI sur somme des mi QI point carré. Donc, dans le thermostat gaussien, on rajoute un terme de frottement. Ce terme de frottement, on l'a de manière explicite en fonction de la force appliquée. La force ne dérive pas forcément d'un potentiel, ça peut être une force qui dépend du temps, et le terme de frottement est donné par cette forme. Alors,
à partir du moment où on a un terme de frottement, en fait, le théorème de Liouville est modifié. Vous vous souvenez que le théorème de Liouville disait que, par exemple, il y avait une mesure stationnaire qui était uniforme quand on prenait une dynamique hamiltonienne. Bon, mais maintenant, la mesure, étant donné qu'il y a un terme de frottement, elle va être modifiée, donc on va le voir tout de suite. Donc, imaginons que je considère l'évolution pendant un tout petit intervalle de temps. Mon système est dans une configuration P et Q, hein, c'est la donnée de toutes les impulsions et de toutes les positions. Bon, imaginons qu'on en prend une, juste pour simplifier la vie. Je regarde ce à quoi j'aboutis à l'instant t plus dt. Bon, la nouvelle position, ça va être P moins la force, dH sur dQ fois dt, moins donc ce terme alpha P dt. Donc ça, c'est le terme du thermostat. Et puis, de la même façon, à l'instant t plus dt, la position va être légèrement modifiée. Q plus dH sur dp fois dt. Et donc, je peux me poser la question, qu'est-ce qu'il arrive dans l'espace des phases? L'autre jour, on avait vu, enfin, peut-être il y a 2 séances, on avait vu que quand on a une dynamique hamiltonienne, eh bien, on a un jacobien qui vaut 1. C'est-à-dire, quand je vais regarder comment l'espace des phases, si je prends une petite région d'espace des phases occupée et que je me pose la question comment le volume de cette région de l'espace des phases évolue au cours du temps, eh bien, on avait vu que ce volume de l'espace des phases occupées ne varie pas au cours du temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de Liouville. Mais maintenant, si j'écris le jacobien, qui est juste dp' sur dp, dp' sur dq, dq' sur dp, dq' sur dq, bon, donc, si je le calcule à l'ordre dt, alors toute la partie dynamique hamiltonienne va s'en aller, et je vais trouver que ceci, c'est égal à 1 moins alpha dt. Donc, je vous laisse faire ce petit calcul. La partie avec le h, peu importe l'hamiltonien qu'on a, on rentre ça là-dedans. Les équations vont simplifier cette partie qui dépend de l'hamiltonien. Bon, c'est ce qu'on a toujours dans le théorème de Liouville. Et donc, on aboutit au fait que le volume de l'espace des phases n'est plus conservé. Alors, ce qu'on va voir, c'est que, en fait, bien évidemment, l'énergie totale du système n'est plus conservée. On a juste l'énergie cinétique qui est conservée, donc l'énergie potentielle va fluctuer. Et ce que je vais essayer de vous montrer rapidement, c'est que qu'on aboutit à l'ensemble canonique quand on utilise cette dynamique, ce thermostat gaussien. Donc le thermostat gaussien, on a un terme de frottement, et tout à l'heure j'ai écrit la formule de alpha, je la réutiliserai un peu plus tard, mais on va voir déjà ce que ça implique. Alors imaginons qu'on on est dans l'espace des phases, on a une certaine petite région de l'espace des phases qui est occupée, et elle va évoluer au cours du temps, et on a des équations qui me donnent la façon dont évolue
cette petite tache ou cette petite région dans l'espace des phases. Et donc, on va essayer d'écrire l'évolution d'une densité dans l'espace des phases. Alors, il y a deux équations qu'on peut écrire qui sont toujours vraies, qui n'ont rien à voir avec la dynamique particulière. C'est la première équation, c'est de se dire, prenons un point P et Q de l'espace des phases, et quelle est la façon dont évolue la densité au point P et Q, en un point P et Q de l'espace des phases. Donc, elle va dépendre du temps. En général, la densité en un point P et Q de l'espace des phases va dépendre du temps, parce que si je regarde l'évolution, il y a le système, selon les lois de la mécanique, se déplace dans l'espace des phases. Et donc, la première équation que l'on peut écrire, c'est celle-là. C'est que... attendez que j'écrive je regarde la bonne équation que je vais écrire. Cette évolution, c'est somme... Alors, dρ sur dt, je vais l'écrire. Ça, c'est une densité dans l'espace des phases. La première équation que l'on peut écrire, c'est dρ sur dt plus somme sur i de d sur dpi de ρ pi point plus somme sur i de d sur dqi de ρ qi point égale 0. Alors ça, c'est une équation qui est toujours vraie. Et bon, elle a l'air un peu compliquée, mais en réalité, c'est une équation de conservation. Comment la densité, si je suis dans une certaine région de l'espace des phases, comment la densité en ce point évolue? Eh bien, il y a un flux qui rentre, soit dû à l'évolution de P, soit dû à l'évolution de Q. Donc ça, c'est une équation de conservation qui va être tout le temps vraie. C'est juste une conservation de la probabilité. Donc, la façon dont la densité en un point évolue, ou dans une région évolue, c'est ce qui rentre. La variation à l'intérieur, c'est donné par ce qui rentre moins ce qui sort. Et ce qui rentre moins ce qui sort, c'est donné par ces termes dans la direction P, dans la direction Q. C'est de la même façon que quand on écrit dρ sur dt plus divergence d'un courant égale 0, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est une équation toujours vraie. Il y a une autre équation toujours vraie aussi, qui est de se dire, maintenant, regardons la densité en un point P de t, Q de t. Donc au lieu de prendre en un point P et Q qui sont fixes, maintenant, je suis une trajectoire dans l'espace des phases. Je suis au point P, Q à l'instant t, je regarde comment ce point évolue, et je voudrais écrire l'équation d'évolution pour cette quantité. Alors bon, cette quantité, il va y avoir dρ sur dt, il y a une dépendance en temps à plusieurs endroits. Donc je vais écrire que d de ρ sur dt, alors les gens mettent un d droit quand on veut la dépendance totale, ça va être dρ sur dt plus dρ plus somme sur i, dρ sur dpi, pi point, plus somme sur i de dρ sur dqi, qi point. Et donc cette équation, enfin ces deux équations-là, elles sont toujours vraies. Il n'y a pas de savoir quelle est la dynamique que l'on a utilisée, c'est juste, ça n'a rien à voir avec la dynamique elle-même. Bon, alors, si on prend ces deux équations, vous voyez que si je remplace dρ sur dt, la première équation, je la remplace dans la deuxième, il va y avoir des petites simplifications qui vont se produire. Et donc, quand je fais ça, si je les mets ensemble, j'aboutis à la chose suivante.
ce que dρ sur dt égale moins ρ somme sur i de dpi de dpi point sur dpi plus dqi point sur dqi. Bon, là encore, puisque les deux équations sont toujours vraies, ça va être toujours vrai. Et puis maintenant, je peux utiliser les équations qui sont là pour savoir comment pi point, enfin les équations d'évolution qui sont là, ou telles que je les avais écrites tout à l'heure, qui vont me permettre d'expliciter ce que ces choses valent pour la dynamique en question. Et quand on fait le calcul, bon, il va y avoir la partie hamiltonienne qui va disparaître, et il va y avoir juste le terme de frottement qui reste, et on arrive à ce que dρ sur dt est égal à ρ fois alpha fois le nombre de degrés de liberté. Donc, quand le terme alpha, qui est le frottement dans la dynamique du thermostat gaussien, est non nul, eh bien, ça correspond à contracter ou à dilater l'espace des phases. Donc, je vous rappelle la dynamique du thermostat gaussien. Donc on avait le thermostat gaussien, on avait donc M puis 2 points, c'est les équations de Newton, égale la force qui est due aux interactions avec les autres particules, qui est due à l'action du piston, tout ce que vous voulez, qui dépend de tous les QJ, qui dépend éventuellement du temps, et puis moins alpha MI QI point. Et ce terme-là permet de maintenir l'énergie cinétique constante. Et on a vu que la valeur de alpha, tout à l'heure, je pense que je vais le montrer, c'est que la valeur de alpha vaut somme sur i de QI point FI divisé par somme de MI QI point carré. Pour maintenir l'énergie cinétique constante. Bon. Alors, maintenant, regardons le cas déjà où la force, les forces FI, dérive d'un potentiel. J'ai dit une bêtise? Bon, alors supposons donc que j'ai une certaine énergie potentielle qui va être une somme sur I et J de U de QI moins U QJ. Bon, et maintenant, le système se déplace dans l'espace des phases. Donc, j'ai d de dp sur dt qui est égal à somme sur i de du sur dqi qi point. Et du sur dqi, c'est en général moins la force. La force, c'est moins la dérivée du potentiel par rapport à la position. Donc, ceci, c'est moins somme sur i de fi fois qi point. Et donc, vous voyez que alpha, on a une énergie cinétique constante. Donc, alpha, c'est essentiellement le changement d'énergie potentielle dans le système. Donc, si on compare ce que je viens d'écrire ici et la formule pour alpha qui est là-bas, on arrive à ce que alpha est égal à 1 est égal à moins 1 sur 2K. K, ça serait l'énergie cinétique totale, bon, peu importe sa valeur, mais qui ne varie pas au cours du temps, puisqu'on on a choisi alpha de cette manière, DEP sur DT. Donc on a un frottement, mais ce frottement, c'est juste
la façon dont évolue l'énergie potentielle. Et vous voyez que maintenant, c'est facile. Si j'écris l'équation qui est ici, eh bien, j'ai dρ sur dt égale moins 3 n. Bon, il y a la constante K de l'énergie cinétique totale qui se cache quelque part, fois d de l'énergie potentielle sur dt fois ρ. Et donc, bien, ça c'est une équation qui me permet de résoudre ρ, et donc ρ va être proportionnel à e puissance moins l'énergie potentielle fois une certaine constante qui est là, qui est 3n sur 2k, ou quelque chose comme ça, peu importe. Mais vous voyez que si je suis une trajectoire dans l'espace des phases, eh bien, la densité en un point, quand je suis la trajectoire de l'espace des phases, la densité va être donnée par un poids de Boltzmann. Donc c'est ça qui permet de montrer que ce thermostat gaussien aboutit à l'ensemble canonique. Donc ce n'est pas très compliqué. On a regardé comment le volume de l'espace des phases évoluait et on a vu qu'il est dilaté ou contracté avec ce coefficient alpha qui est le coefficient de frottement. Mais le coefficient de frottement, quand on le calcule, c'est juste la variation d'énergie potentielle le long de la trajectoire. Bon, alors, le deuxième cas, c'est si les forces ne dérivent pas d'un potentiel. On peut imaginer beaucoup de situations pour lesquelles les forces ne vont pas dériver d'un potentiel. Par exemple, j'agis sur mon système, comme tout à l'heure, quand on mettait un champ électrique le long de cette couronne, on va avoir des forces qui ne vont pas dériver d'un potentiel. On peut imaginer des situations où, par exemple, certaines particules vont être couplées à un thermostat gaussien à une certaine température, d'autres particules vont être couplées à un thermostat gaussien à une autre température, ce qui voudrait dire que... Enfin, c'est ce qui voudrait dire, par exemple, que j'ai mon système avec beaucoup de particules, et puis toutes celles qui sont dans cette région, eh bien, je maintiens leur énergie cinétique à une certaine valeur, pour simuler un thermostat à une température T1, toutes les particules qui sont dans cette région, je maintiens leur énergie cinétique de façon à être à une température T2, et puis maintenant je laisse le système évoluer selon la dynamique hamiltonienne, avec en plus donc, ces deux forces de frottement, et je peux essayer d'étudier ça. Alors, si j'ai des forces qui ne dérivent pas du potentiel, alpha va être donné par somme de l'énergie potentielle dans le système, plus un terme qui va venir du travail des forces extérieures. Donc, en général, on va tomber sur un alpha qui va être négatif. Pourquoi? Parce que si on agite le système de l'extérieur, en général, on va lui fournir de l'énergie. Le système va avoir tendance à s'échauffer et le thermostat gaussien va récupérer cette énergie supplémentaire que l'on a fournie au système par ses forces extérieures. Et donc, en général, le alpha il va fluctuer, il va dépendre du point de l'espace des phases où on est. À certains endroits, il va être négatif, à d'autres endroits, il va être positif.
Mais essentiellement, si on a en tête qu'on est en train de dissiper de l'énergie, il va être en général négatif, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on a une espèce d'espace des phases qui se contracte. Si on a une certaine densité dans l'espace des phases, cette densité va tendre à se contracter. On va aboutir à un attracteur quand on laisse le système évoluer, puisqu'on a une certaine région d'espace des phases, et cette région, le volume se contracte. Donc, on va atteindre une espèce d'attracteur. Et donc, il y a toute une théorie mathématique autour de ces attracteurs qui tourne autour de ce qu'on appelle les mesures SRB, qui sont les mesures de Sinai, Ruel, Bowen. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans énormément de détails là-dessus, je vais juste vous donner un peu une idée. Pour arriver à ces mesures, pour montrer mathématiquement que le système tend vers ces mesures limites, il faut un certain nombre d'hypothèses mathématiques qu'on appelle l'axiome A, où il faut imaginer que le système est un flot d'Anosov. Donc je ne vais pas rentrer dans ces définitions. Ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'il y a une revue qui est bien faite pour les gens qui veulent regarder ça de manière plus mathématique, qui est due à Lee Sang-Young et qui date de 2002 et qui fait le point sur les définitions précises de ces mesures SRB et de ce qu'on peut dire dessus et de ce qu'on peut faire en particulier pour les systèmes hors d'équilibre. Juste pour vous donner une idée, pour illustrer, je vais vous montrer à quoi si on veut essayer d'imaginer à quoi ressemblent un peu ces mesures SRB. Alors, ce n'est pas très facile à montrer parce que si on imagine le problème le plus simple, qui est le gaz de Lorentz dont je parlais tout à l'heure, bon, on a des obstacles qui sont dirigés, qui sont placés de manière aléatoire. On a une particule chargée avec un champ électrique. Donc la particule chargée va être accélérée, de temps en temps elle va taper sur un obstacle, elle va rebondir. Comme on l'a vu, si je ne faisais rien, elle serait accélérée, son énergie cinétique se mettrait à augmenter. Si je mets un thermostat gaussien, je vais réguler son énergie cinétique, je vais atteindre un régime stationnaire. Bon, mais ce régime stationnaire, vous voyez que même si je le fais à 2 dimensions, j'ai 2 variables de position, j'ai 2 variables d'impulsion, donc j'ai a priori 4 variables. Bon, si je maintiens l'énergie cinétique constante, il y aura une variable en moins, j'ai 3 variables, donc il faut que j'essaye de dessiner une espèce d'attracteur dans un espace à 3 dimensions, qui est quelque chose déjà pas complètement évident à dessiner. Donc juste pour vous donner une idée, je vais vous donner un exemple qui est très fameux, qui est l'attracteur de Hénon, qui ressemble à une mesure SRB. Alors je n'ai pas vérifié pour savoir si l'attracteur de Hénon passe tous les critères d'axiome A ou de flot d'Anosov, mais l'attracteur de Hénon, c'est juste une transformation d'un espace des phases à 2 dimensions qui contracte le volume. Donc l'attracteur de Hénon, qui est très très facile à simuler sur un ordinateur, c'est d'imaginer que vous avez un espace à 2 dimensions. Et puis, au lieu de faire une dynamique continue dans le temps, c'est une dynamique discrète. Donc la dynamique, c'est je suis en un point x, y à l'instant t, et à l'instant t plus 1, je suis au point xt plus 1, yt plus 1, égale 1 moins a xt carré plus yt, et égale byt. Donc voilà, donc je prends un point de départ. Il y a des paramètres, alors a et b, les paramètres standards qui sont pris, c'est 1,4 et b égale 0,3. Bon, pour qu'il se passe quelque chose qui a un caractère intéressant. Donc, j'imagine que dans le cours de Jean-Christophe Yocose, il a dû en être question dans les années passées. Donc c'est un problème de dynamique chaotique. Et donc, c'est facile de voir que le volume de l'espace des phases se contracte. On va voir que le jacobien vaut B, simplement en faisant la petite matrice 2 par 2 de dérivée partielle. Donc si B est plus petit que 1, l'espace de phase se contracte. Donc, ça veut dire que si je prends
une certaine région de l'espace des phases, bien au bout d'un certain temps, cette région, son volume aura diminué, etc. Et puis elle diminue. Donc il va y avoir une espèce de volume qui va devenir de plus en plus petit. Donc le système se contracte, mais il se contracte tout en étant chaotique. C'est-à-dire si je prends deux points de départ tout proches, au bout d'un certain temps, ils vont se retrouver éloignés. Donc on a une région qui se contracte beaucoup. Bon, une région qui se contracte beaucoup, ça serait facile d'avoir juste un point fixe. Le système se contracte et on aboutit à un point fixe. Mais ce n'est pas vraiment le cas. La dynamique contracte, mais on se retrouve sur un ensemble qui a une forme un peu compliquée, enfin, qui est ce qu'on appelle un attracteur étrange. Donc, qui a une espèce de volume nul, mais si je prends deux points le long de cet attracteur, donc ça a une structure un peu fractale dans certaines directions, et deux points ont tendance à s'éloigner, mais malgré tout, la région se contracte dans l'espace des phases. Donc c'est pour vous donner une petite idée de ces mesures SRB. Bon, alors, ça c'était pour les thermostats déterministes. Alors, il y a une autre classe de thermostats déterministes, sur lesquels je vais aller aussi assez rapidement. Couplés à un très grand nombre de degrés de liberté. Alors, donc vous avez votre système. Il y a un thermostat. Tout ça évolue selon une dynamique hamiltonienne, parfaitement déterministe, mais le thermostat est constitué d'un grand nombre de degrés de liberté. Et en fait, ce qu'on a toujours en tête, c'est que le nombre de degrés de liberté ici, eh bien, à un certain moment du calcul, on veut que ce nombre tende vers l'infini. Et puis, si par exemple on est intéressé par un régime stationnaire du système, on voudrait attendre assez longtemps. Et la question, c'est comment on prend ces limites. Si on fait n fixé et t tend vers l'infini, ben on a le théorème de Poincaré qui me dit que le système va revenir certainement, puisque ça va être un système fini, va revenir certainement tout près de la condition initiale. Donc il n'y aura aucune dissipation. Donc en fait, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut prendre d'abord n tend vers l'infini, ensuite t tend vers l'infini. Donc il faut d'abord prendre un grand nombre de degrés de liberté dans le système, cette limite, et après prendre un temps qui tend vers l'infini. Alors, il y a un certain nombre d'exemples dans la littérature. Un des plus connus, qui porte différents noms selon qu'on prend la version classique, la version quantique, qui est dû, enfin bon, un des articles anciens sur lesquels je suis tombé, il est dû à Ford, Katz et Mazur, qui date des années 65. Mais bon, il y a la version qui ressemble beaucoup, qui est, dans le cas quantique, qui est due à Caldera-Leggett. Et donc qui consiste à prendre un système, à le coupler à des tas de degrés de liberté et d'essayer d'éliminer ces degrés de liberté pour voir l'effet que ça a sur le système. Alors, juste pour vous donner un peu une idée, sans faire les calculs en détail, eh bien, on va imaginer qu'on a notre système, imaginons qu'il n'y a qu'une seule variable, il va y avoir une énergie cinétique, plus une énergie potentielle, et puis après on rajoute des degrés de liberté, mais ces degrés de liberté, si on prenait le cas le plus général,
eh bien, on ne saurait pas faire grand-chose avec. Donc, on va supposer quelque chose de relativement simple sur tous ces degrés de liberté, c'est que ça va être des oscillateurs harmoniques. Donc, il va y avoir des variables, somme sur K, c'est des oscillateurs simplement, dyk sur dt au carré. Et puis, il va y avoir un couplage. Alors, bon, j'ai pris des références où les gens mettent ce couplage sous cette forme. YK, bon, ils l'écrivent de cette manière, mais enfin, c'est juste un couplage gaussien. CK, Q sur MK, oméga K au carré. Donc, il y a la variable Q qui m'intéresse. Et maintenant, j'ai rajouté beaucoup de variables, les YK, avec leur vitesse, leur position, et puis un couplage avec la variable qui m'intéresse. Je regarde les équations du mouvement de ce système. Donc, moi, j'écris la dynamique hamiltonienne habituelle. Alors, je vais l'écrire d'abord sur les variables additionnelles. Moins mk, oméga k carré, yk, plus ck fois q. Alors, donc pourquoi on a pris ces interactions d'oscillateurs harmoniques? Parce que vous voyez que les équations d'évolution de ces variables additionnelles sont linéaires. Donc, supposons que je connaisse q de t, l'évolution complète de ma variable, eh bien, calculer les yk, connaissant q de t, ce sera facile puisque je n'ai plus qu'à intégrer des équations linéaires. Donc, les yk, chaque yk, il va être une fonction, dépend de k, de q et de y0, y0 point. Ça va dépendre de sa condition initiale et de toute la trajectoire de q. C'est un problème linéaire à résoudre. Alors, si on veut le résoudre, pas sans transformer de la place, ça aboutit à des équations pas très jolies à voir, mais ça ne pose pas de problème de manière conceptuelle. Bon. Et maintenant, l'équation pour Q, c'est m d2q sur dt2 est égal à, alors je regarde dans mes notes, moins dv sur dq, la dynamique hamiltonienne, plus tout ce qui va provenir de ces couplages. Bon, je vous ai écrit ici. Bon, espérons que je ne me suis pas trompé dans les dérivés, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est juste, ça dépend des... ça dépend des YK. Donc, d'une certaine manière, je viens de dire que les YK dépendent du Q dans le passé et des conditions initiales. Donc, en fait, là, c'est une force qui va dépendre de toutes les conditions initiales, des YK à l'instant 0, des YK point à l'instant 0, de toutes les conditions initiales de toutes ces variables, et puis qui va dépendre de la trajectoire passée du système, puisque, connaissant la trajectoire passée, je vais pouvoir calculer les YK. Donc c'est une force qui a une certaine mémoire sur l'évolution du système, et puis qui a un caractère aléatoire si je suppose qu'à l'instant initial, le système était à l'équilibre. S'il était à l'équilibre, les YK et les Y.K, ils étaient distribués selon une loi de Boltzmann, donc le système était à l'équilibre. Et donc ça aboutit à une espèce de force aléatoire qui dépend du passé de la trajectoire. Donc quand on fait ça, alors maintenant, il y a un choix que je ne vais pas discuter parce que je n'explique pas ça en grand détail. Il y a un certain choix sur la façon dont ces CK et oméga K et MK sont distribués. Donc on en prend un grand nombre, donc il y a une certaine densité de masse. Je ne rentre pas trop dans ces détails, qui sont parfaitement décrits partout dans la littérature, quand on fait le calcul complet, qui aboutissent au fait que pour un choix, eh bien, on aboutit à une dynamique markovienne. Pour un choix des oméga K, MK, CK,
je donnerai une référence dans les notes que je distribuerai, eh bien, pour un certain choix, on aboutit à une dynamique markovienne, et en fait, ce système se réduit à ce qu'on appelle une équation de Langevin, que j'écris ici, et que je vais discuter de manière un peu plus détaillée maintenant. Donc ça donne l'équation de Langevin. Et cette équation de Langevin, c'est juste que l'accélération de la particule, elle est donnée par la force qu'il y avait au départ, qui dérive du potentiel, et puis l'effet de tous ces YK, de leur condition initiale, que leur condition initiale est aléatoire, etc., tous ces couplages bien, qui apparaissent dans cette force, pour un choix donc, de tous ces paramètres, enfin, ça aboutit à la chose suivante, moins gamma Q plus état de T, où ces deux termes-là représentent l'effet d'un thermostat. Et le état, donc ça c'est un terme de frottement, un peu comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Et ça, c'est un terme de bruit. Donc c'est un terme de bruit. Donc c'est quelque chose d'aléatoire. Cet aléatoire, il provient de l'aléatoire qu'il y avait au départ sur les positions et les vitesses des particules. Et ce bruit ici, donc là il y a un terme de frottement, là il y a un terme de bruit, et ce bruit, il a une valeur moyenne qui est nulle, et il a des corrélations qui sont données par gamma delta de t moins t', où gamma est égal à 2 gamma fois kt. Donc en fait, on aboutit à un système où il y a un terme de frottement. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Le terme de frottement, il n'est pas Q, il est Q point. Donc il y a un terme de frottement, et puis il y a un bruit. Donc en fait, l'interprétation, c'est le système évolue selon la force qui dérive du potentiel. Il y a le thermostat le freine, mais en plus l'agite. Là, il y a un terme de bruit qui l'agite, et là, il y a un terme de frottement. Et le état, c'est ce qu'on appelle un bruit blanc gaussien. Alors, bon, donc, on aboutit à un état qui est un nombre gaussien. Pourquoi bruit blanc? Parce qu'il y a des corrélations qui sont en delta, et quand on passe en transformée de Fourier, la transformée de Fourier d'un delta, c'est quelque chose qui est plat, et donc quand c'est plat, on dit un bruit blanc parce que toutes les fréquences sont représentées. Donc maintenant, jusqu'à la fin de cette séance, je vais discuter de cette équation qui s'appelle l'équation de Langevin. Et il y a pas mal de choses qu'on peut dire dessus, mais je vais aborder juste quelques aspects de l'équation de Langevin. Alors, donc, d'abord, comment on y est arrivé? Enfin, je n'ai pas fait un calcul en détail, mais on est parti d'un couplage avec un grand nombre de degrés de liberté. Et bon, comme on est physicien, on aime bien calculer les choses. Donc, en fait, on a mis des interactions harmoniques, des oscillateurs harmoniques, sans trop dire pourquoi un thermostat serait formé uniquement d'oscillateurs harmoniques. On a mis des oscillateurs harmoniques, on est tombé sur des équations linéaires. Comme des bons physiciens, on sait qu'on peut les résoudre. On imagine qu'on les a résolues. Donc, ça a exprimé tous les YK en fonction du Q. Et donc,
on est arrivé à cette force qui a un caractère aléatoire dû à ses conditions initiales et au passé de la trajectoire. Alors il y a une autre façon de faire. Je vous renvoie à un article de revue de Spohn qui date des années 80, qui est, disons, plus mathématique, c'est-à-dire on n'essaye pas de calculer, on essaye de prouver. Alors, on essaye de prouver que si j'ai une particule, on imagine par exemple que cette particule va être bombardée par les particules d'un fluide, hein, donc, comme par exemple dans le cas du mouvement brownien, on a une particule et on veut voir l'effet d'un thermostat qui est dû simplement aux interactions avec les molécules du fluide. Est-ce qu'on aboutit à une équation de Langevin? Dans quelles conditions? Alors, a priori, si on commence à se dire que les particules du fluide interagissent entre elles, on tombe dans quelque chose de très compliqué. Donc il faut prendre des limites simples. On peut imaginer, par exemple, de dire que le fluide est formé d'un gaz parfait. Même si on prend un gaz parfait, c'est encore une affaire très, très compliquée du point de vue mathématique, parce que les particules, a priori, d'un gaz parfait sont indépendantes, mais une fois qu'elles vont avoir des collisions avec la particule qui m'intéresse, eh bien, elles vont acquérir des corrélations. On ne peut même pas se dire que quand il y a eu une collision avec une particule du gaz parfait, eh bien, après on peut oublier cette particule. Ce n'est pas vrai, parce que supposez qu'il y ait une collision, eh bien, une autre particule arrive par l'arrière et donne un grand coup sur la particule principale. Elle va aller retaper sur la particule avec laquelle elle a une collision dans le passé. Donc en fait, c'est une affaire vraiment pas simple. Alors, en prenant des limites de densité faible, de potentiel d'interaction petit. Donc, là, c'est un cas où on ne fait plus de calcul, mais on fait des preuves que je suis incapable de reproduire, mais qu'on peut trouver dans cet article de Spohn en particulier. Alors, on peut arriver à montrer aussi que ce genre de système évolue selon une dynamique donnée par l'équation de Langevin. Alors, donc quand on met une dynamique avec une équation de Langevin, on se retrouve avec une évolution qui est celle qui est écrite au tableau, et on peut l'utiliser dans beaucoup de contextes. Par exemple, on peut essayer de décrire la situation où on est en contact avec plusieurs thermostats. Imaginez que je m'intéresse à un solide qui est en contact avec un thermostat à une température T1 et un thermostat à une température T2. Alors, je vais écrire les équations du mouvement d'une particule du solide, dQi, d2QI sur dt2, hein, les équations de Newton. Il va y avoir moins du sur dQi, donc ça c'est les énergies d'interaction entre les particules, et il va y avoir un couplage avec un thermostat, et le ηi, c'est un bruit blanc gaussien qui vérifie ηi de t est à j de t' égale delta ij et delta de t moins t', avec un certain gamma i qui me donne l'amplitude de ces fluctuations. Et maintenant, le terme de frottement, le terme de fluctuation qui sont là, je peux les choisir comme je veux. Ce n'est pas forcément tous les mêmes. La relation qu'il y a en général, c'est gamma i égale 2 gamma i fois kt. Et donc, si j'ai envie que certaines particules soient en contact avec un thermostat à une certaine température, ben je vais prendre pour ces particules-là un choix du frottement et de la fluctuation qui va me donner une certaine température T1. De l'autre côté, on aura une température T2. Si je veux qu'à l'intérieur, il n'y ait de contact avec aucun thermostat, ben les particules qui sont à l'intérieur, je supprime ce couplage au thermostat, et ainsi de suite. Hein, donc ça me permet de donner, de décrire toutes les situations que j'ai envie de décrire en introduisant ces équations de Langevin. Alors, l'équation de Langevin, en fait, son origine, c'est un travail de Langevin en 1908. Et son origine, c'est
la théorie du mouvement brownien. Donc je vous rappelle, le mouvement brownien, c'est juste, on a un fluide, de l'eau, et puis on regarde une particule au microscope, et on se rend compte que cette particule, au cours du temps, bien que le système ait l'air d'être en parfait équilibre, c'est un grain de pollen, a l'air de se déplacer au cours du temps. La théorie du mouvement brownien, c'est d'expliquer ce déplacement, de trouver les lois statistiques de ce déplacement. Alors, pour le comprendre, en fait, il y a cet article d'Einstein de 1905 qui, si on veut exprimer un peu l'idée qui est assez simple, on imagine que la particule de pollen qui se déplace, en fait, elle est bombardée par les particules du fluide. Alors maintenant, chaque fois qu'elle a une collision avec une particule du fluide, ça lui procure un tout petit déplacement. Comment calculer ce déplacement? Bien, c'est facile. Si j'écris les équations de Newton d'une particule dans un fluide, il y a un frottement qui est proportionnel à la vitesse. Donc imaginez que je donne une petite impulsion à cette particule. C'est comme si vous avez un objet flottant ou quelque chose comme ça, vous lui donnez une petite impulsion. Qu'est-ce qui va se passer? Il va acquérir une certaine vitesse et puis le frottement dû au fluide va le ralentir. Et donc, au bout d'un certain temps, il va s'arrêter un peu plus loin. Donc, si je regarde cette évolution, le déplacement, si j'ai une vitesse initiale qui vaut V0, il va valoir V0, enfin la vitesse au cours du temps va valoir V0 et puissance moins gamma sur m fois t, si j'ai une certaine vitesse initiale, et donc ça va aboutir à un déplacement qui est égal à V0 m sur gamma, simplement en intégrant la vitesse entre l'instant 0 et l'instant infini. Donc chaque petite collision va aboutir à un petit déplacement. Et donc l'idée d'Einstein, c'est de dire le déplacement total, ça va être une somme de tous ces déplacements dus à chaque petite collision. Il y a un très grand nombre de collisions. On va ajouter des variables aléatoires indépendantes, et donc on arrive à un théorème central limite, et c'est ça qui donne le mouvement brownien. C'est bien sûr des choses bien connues. Alors, l'équation de Langevin de 1908, donc, elle consiste à écrire donc, une équation qui va donner l'évolution de la vitesse égale moins gamma v, et puis plus un terme de bruit. Au lieu de dire je vais considérer collision par collision, on se dit qu'on va prendre une petite fenêtre de temps où il y a énormément de collisions qui se sont produites pendant cette petite fenêtre de temps, et donc on aboutit à une somme d'un très grand nombre de variables aléatoires, et donc on a un terme gaussien qui est là, et donc le état de t, il est en moyenne 0, et état de t prime est donné par un certain gamma de delta de t moins t prime. Ça, c'est l'équation de Langevin. Et la question, c'est quelles sont les conséquences sur la distribution de la vitesse quand on a ce genre de bruit. Alors, ce qui est assez facile, c'est de calculer l'évolution de la vitesse. V à l'instant t, ça va être la vitesse initiale. Bon, je suis juste en train d'intégrer une équation linéaire avec second membre. Donc c'est gamma mt plus 1 sur m, intégrale de 0 à t de e puissance moins gamma sur m t moins t prime, fois état de t prime de t prime. Ou bien, si j'ai attendu très longtemps, eh bien, la condition initiale est
est oublié. Donc, en fait, je peux dire, si je regarde un régime stationnaire, ça va être 1 sur m intégrale de moins l'infini à t de puissance moins gamma t moins t' sur m état de t'. Donc la vitesse à chaque instant est donnée en fonction du bruit, et l'effet d'un bruit ancien a été amorti. Alors, si état est un nombre gaussien, là c'est une intégrale d'un nombre gaussien, une intégrale c'est comme une somme, donc je sais immédiatement que quand j'ajoute des variables gaussiennes, la somme est gaussienne, donc V de t est une variable gaussienne. Quand j'ai une variable aléatoire qui est gaussienne, eh bien, elle est totalement caractérisée par sa moyenne et par sa variance. La moyenne de V de t, je moyenne ceci, c'est facile, ça donne 0. Donc la particule en moyenne ne se déplace pas. Je vous laisse calculer la variance, qui est facile. Et si vous calculez la variance, vous trouvez que, donc vous écrivez le carré de ça, vous utilisez que la valeur moyenne de état à des temps différents est corrélée en delta dans le temps. Et donc, quand vous calculez la variance, vous allez trouver que ça vaut grand gamma sur M2, M sur 2 gamma. Et donc, je sais que j'ai une variable gaussienne dont je connais la moyenne, dont je connais la variance. Par conséquent, la probabilité de la vitesse, ça va être une distribution gaussienne. Je ne mets pas le préfacteur pour ne pas perdre de temps. Moins V2 sur 2 V2. Je remplace par l'expression qui est là. Et donc, je trouve que c'est égal à exponentielle de moins V2M gamma sur grand gamma. C'est ce que me donne ce calcul. Et ce que je voudrais, c'est que cette vitesse, elle soit donnée par quelque chose qui est à l'équilibre avec l'ensemble canonique. Donc je voudrais que ceci, ça soit égal à, toujours j'oublie le préfacteur avec les racines de pi, etc., qui ne m'intéressent pas trop. Et donc je voudrais que ce soit mv2 sur 2kt. L'énergie divisée par kt, c'est le poids de Boltzmann. Donc si je veux ça, je regarde des deux côtés et je tombe sur cette relation gamma égale 2 gamma kt. Donc la force du bruit, le bruit c'est état de t prime égale gamma delta de t moins t prime. Donc la force du bruit que je dois mettre, il doit être relié à la force de frottement, qui est dans l'équation de Langevin, je ne sais plus où elle est quelque part, elle est là, et le coefficient comporte la température. Bon. Alors, assez souvent, les gens, au lieu de considérer l'équation de... peut-être, je vais dire... faire une remarque d'abord. Alors, ça donne la distribution des vitesses. Si on veut calculer les corrélations de vitesse, c'est assez facile. Si je veux la corrélation de vitesse V de t, V de t', j'utilise ce que l'on a vu auparavant, c'est-à-dire que V de t, c'est égal à V de t' plus intégrale de t' à t de e puissance moins gamma sur m t moins t seconde, état de t seconde dt seconde. Et donc, ça c'est un bruit. Qui... pardon, j'ai oublié quelque chose ici, c'est e puissance moins gamma sur m t moins t'. Donc, ça c'est un bruit
qui s'est produit entre le temps t' et le temps t secondes, donc qui n'est pas du tout corrélé à la vitesse que j'avais à l'instant t'. Donc quand je vais calculer v de t, c'est égal à v de t' au carré et puissance moins gamma sur m, t moins t'. Donc je peux calculer ainsi les corrélations de vitesse, bon, ce qui n'est pas très difficile. Et surtout, l'intérêt, c'est que ça permet de calculer les fluctuations de position. Bon, je donne simplement le résultat, puisque la position à l'instant t, c'est l'intégrale, enfin, la différence de position à l'instant t, c'est l'intégrale de t' à t de v de t secondes dt secondes. Donc, si je veux calculer la moyenne de ceci ou le carré de la moyenne, je peux le faire. Et donc, je trouve que x de t moins x de t' au carré est égal à 2 gamma k de kt sur gamma, facteur de t moins t' moins m sur gamma et puissance moins gamma sur m, t moins t'. Bon, c'est les calculs tout à fait classiques de la diffusion. Ce que vous voyez, c'est que si le temps, donc c'est juste à partir des corrélations de la vitesse, si le temps devient très grand, eh bien, le terme de droite disparaît et donc on obtient bien la diffusion, c'est-à-dire que le carré de la distance moyennée augmente linéairement dans le temps. Alors, le plus souvent, pour simplifier la vie, les gens considèrent ce qu'on appelle l'équation suramortie, overdamped en anglais. L'équation suramortie, donc je réécris l'équation de Langevin, dt2 égale une certaine force qui dépend de Q, moins gamma dq sur dt, plus état de t. Et l'équation suramortie, elle considère que la masse est très petite, donc elle néglige l'accélération ici, et donc on arrive à une équation du genre dq sur dt égale moins f de q sur gamma plus état de t sur gamma. Bon, et c'est facile, je ne vais pas le faire là parce que je voudrais juste terminer sur autre chose, mais de montrer qu'effectivement, si la force dérive d'un potentiel, alors on vérifie le bilan détaillé avec cette équation. Donc on discrétise un tout petit peu le temps et on arrive à montrer que ça vérifie le bilan détaillé. Donc on a une dynamique essentiellement markovienne ici, et on sait vers quelle limite ça va aboutir. La dernière chose que je voudrais aborder aujourd'hui, qui va faire le lien avec la prochaine fois, c'est que je vais prendre une équation de ce genre et essayer de voir ce qu'on obtient du point de vue de la réponse linéaire. Parce que la prochaine fois, je vais parler de la réponse linéaire et des grandes déviations, mais juste pour vous donner une idée, peut-être que ça fera un lien avec le séminaire de Christian Meiss. Donc, je ne sais plus de quel numéro c'est, ça doit être peut-être 4. Théorie de la réponse linéaire. Donc, assez souvent dans la littérature, les gens vont dire on prend une équation de Langevin qui a cette forme. Bon, éventuellement, on peut mettre gamma égale 1. Enfin, on peut... Donc, essentiellement, ils disent supposons qu'on a une variable qu'ils appellent phi qui va évoluer selon une équation suramortie. Alors, bon, peu importe le signe, j'ai une certaine fonction f de phi plus état de t. Donc, ça, c'est une force extérieure qui peut
qui peut dériver d'un potentiel ou ne pas dériver d'un potentiel, qui pourrait éventuellement dépendre du temps si je voulais, mais imaginons que j'ai une force et un bruit gaussien. Alors, il y a deux choses qu'on peut imaginer. D'abord, on peut imaginer que la question de la réponse, on peut se dire, bon, ça c'est un bruit gaussien, mais ça pourrait être une petite force que j'applique en plus à mon système. Donc, si je faisais ça, j'aurais une évolution phi de t égale phi 0 de t. Ça, c'est obtenu quand état égale à 0. Et puis, il y aurait une correction, si état est petit, une correction linéaire qu'il faudrait obtenir en résolvant les équations. Mais de toute façon, si je travaille à l'ordre linéaire, eh bien, je vais avoir un certain état de t', une certaine réponse, t moins t', dt'. Donc, à l'ordre 0, c'est la solution avec état égal à 0. Premier ordre des perturbations, il va y avoir un coefficient de réponse qui va être compliqué. Il faudrait calculer des intégrales. Phi n'est pas forcément une variable à une seule composante, ça peut être plus compliqué. Mais là, il va y avoir un coefficient de réponse qui va me dire, voilà, j'ai modifié état à un certain temps, ben, ça modifie le phi à un temps ultérieur. Et ça, c'est un coefficient de réponse. Et maintenant, on va voir que ce coefficient de réponse, quand le état, je considère que c'est une force extérieure, si maintenant je considère que l'état est dû à un thermostat, eh bien ce coefficient de réponse il va être relié à une fonction de corrélation. Alors, je fais ce calcul qui est assez facile. Je vais considérer la quantité suivante. Donc maintenant, état de t est un bruit gaussien, bruit blanc gaussien. Et donc je vais calculer d de la fonction de corrélation sur dt moins d de la fonction de corrélation par rapport à t'. Donc puisque il y a quelque chose d'aléatoire, il va y avoir une certaine corrélation entre ce que vaut la variable phi, ce qui pourrait être par exemple la position, entre le temps t et le temps t'. Je prends un temps t plus petit que t, pardon, t plus grand que t'. Et maintenant, je m'intéresse à cette fonction de corrélation et je vais calculer ce que ça donne. Ça, c'est un calcul qui est dû à Cugliandolo, Kourchan et Parisi, qui date d'une vingtaine d'années. Et bon, si je fais ce calcul, ben, je dérive un produit. Donc ici, je vais avoir, c'est égal à d phi sur dt phi de t', moins d phi sur dt' de t', phi de t. Je dérive ici par rapport à t, l'autre par rapport à t'. Et donc maintenant, d phi sur dt, il est écrit là. Donc chacune de ces dérivées, c'est deux termes. Donc je vais arriver à 4 termes. Alors, ceci vaut donc f de phi de t fois phi de t' moins phi de t f de phi de t' plus état de t phi de t' moins état moins phi de t état de t'. Voilà, c'est juste, j'ai remplacé des phi par sa dérive. Bon, alors maintenant, il y a des choses, il y a un terme dont on peut être sûr qu'il est nul, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que phi ne dépend que des états à des instants antérieurs. Donc phi à l'instant t ne dépend pas des états à des instants ultérieurs. Donc phi de t' n'est pas corrélé à état de t, donc ce terme vaut toujours 0. Bon, alors maintenant, le terme qui est à gauche, bon, il vaut ce qu'il vaut,
Mais supposons qu'on est dans un système qui est dans un régime stationnaire, pas forcément à l'équilibre, c'est un système qui évolue, je lui mets une force qui ne dérive pas forcément d'un potentiel. Donc si c'est un régime stationnaire, alors phi de t prime, eh bien, c'est une fonction de corrélation qui dépend uniquement de t moins t prime. Ça va dépendre juste de la différence des temps. Donc, le terme qui est ici, le terme de gauche, il va s'écrire comme 2 fois d de la corrélation sur les deux contributions vont être les mêmes, à un signe près, et donc c'est la corrélation dérivée par rapport au temps. Bon, donc ça c'est... Alors, il y a les deux termes qui sont là, phi de t prime, moins phi de t, phi de t, f de phi de t prime. Et puis, le dernier terme, celui-là vaut 0, et celui-là, c'est assez facile, j'ai vu quel est le coefficient de réponse, donc ceci, c'est égal à moins grand gamma fois état de t moins t prime. Puisque la phi de t, la dépendance dans le passé, c'est donné par le coefficient de réponse qui est là. Donc j'arrive à une équation qui me relie la fonction de corrélation à un coefficient de réponse, et puis il y a un terme en plus qui est celui-là. Alors je crois que c'est quelque chose qui ressemble à ce que Christian appelle la frénésie. Et en fait, ce terme, il est là simplement si le système est hors d'équilibre. S'il est à l'équilibre, il y a une invariance par renversement du temps, c'est-à-dire que quand j'observe un système évoluant avec une flèche du temps ou évoluant en sens renversé, je trouve le même résultat. Et donc, si j'ai un système qui a des fluctuations thermiques à l'équilibre, ces deux termes vont être exactement les mêmes, parce que l'un, c'est t' est plus petit que t, mais l'autre, c'est le même terme en disant en inversant les deux rôles de t et t'. Donc si on est à l'équilibre, ce terme n'est pas là, et on a ce qu'on appelle le théorème de fluctuation qui relie la réponse à une corrélation. Si on est dans des systèmes, dans un régime stationnaire hors d'équilibre, il y a ce terme supplémentaire qui apparaît, et dont on va discuter la prochaine fois. Bon, je vous remercie beaucoup, je suis désolé d'être un peu trop long.